Bonsoir Charles Marinakis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Accéder à la propriété, je disais 88% des Français en rêvent. Ça reste le Graal aujourd'hui? D'abord, merci pour l'accueil, marchand de rêve. Écoutez, c'est la première fois qu'on m'accueille aussi bien sur un plateau de télévision, donc je suis ravi. J'espère que vous allez nous vendre du rêve ce soir. Écoutez, oui, c'est bien, parce que ce serait bien qu'on termine avec un peu de rêve, en fait. Je ne sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas, c'est une motivation. Les Français ont envie d'être propriétaires de leur résidence principale, voilà. Et tous les sondages qui sont faits depuis des décennies arrivent au même résultat. Entre 80 et 90% des Français ont pour ambition d'être propriétaires de leur résidence principale. Et vous l'avez dit, principalement une maison, idéalement avec... C'est même une recommandation avec les difficultés notamment les perspectives sur les retraites. Oui, alors c'est un outil de capitalisation fort, l'immobilier. Quand vous êtes propriétaire de vos résidences principales, on considère que vous êtes créé un environnement de vie, un espace de vie pour le temps. En fait, c'est quelque chose. L'immobilier, c'est un temps qui est un temps long, c'est un temps de capitalisation. Ça rassure aussi. Oui, ça rassure, et puis ça permet effectivement de pouvoir soit ensuite céder celui-là pour acheter autre chose et devenir un secondo accédant dans une perspective de retraite, ou avoir un toit et ne plus avoir ni d'échéance de crédit ni de loyer au moment où arrive la retraite. Et peut-être c'est vrai que les revenus se baissent un peu à ce moment-là. Voilà. Si je caricature, on préfère être propriétaire d'un taudis plutôt que locataire? C'est une grosse caricature quand même, parce que l'idéal c'est d'être propriétaire d'un bel appartement ou d'une jolie maison. Après, il y a un sujet de décence sur le logement qui est vraiment un sujet d'actualité sur la décence. Est-ce qu'il faut choisir la décence écologique ou la décence énergétique ou la décence du logement tout court? C'est un vrai sujet pour le coup. Je voudrais pas casser cette belle unanimité. Il est vrai que acquérir son logement et être propriétaire de son logement est le vœu de nombre de ménages, une majorité de ménages. Maintenant, si on regarde la situation aujourd'hui, que voit-on? Aujourd'hui, il y a un dossier sur 5 de crédit qui est refusé par les banques. Et c'était plutôt 1 sur 3 en 2023. On a une durée des financements qui s'est allongée et qui atteint en moyenne 252 mois. Et donc, il est devenu aujourd'hui de plus en plus difficile de parvenir à ce rêve. Parce que, finalement, le nombre d'acheteurs éligibles, c'est-à-dire qui vont à la fois trouver le bien, décrocher le financement, pouvoir le financer jusqu'au bout, est en train de se réduire un petit peu. Et quand on voit le chiffre du nombre de transactions, d'ailleurs, on sera entre 750 et 770 000 cette année, ça sera 10% de moins que l'année dernière et 20% de moins qu'il y a 2 ans. Mais alors pourtant, je vous ai écouté fin d'année dernière. Vous étiez enthousiaste pour 2025? Mais je le suis et je reste enthousiaste parce que, si vous voulez, on a subi un marché... Quand on entend les perspectives énoncées par Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable, si vous voulez. De toute façon, si on compare avec le marché de 2021 où on a dépassé le million de transactions, ce million de transactions était tout à fait artificiel. C'est pas un chiffre de référence. Le marché français doit se situer aux alentours de 850 000 transactions à l'année. Vous savez, il y a 38 millions de logements en France, dont à peu près un peu plus de 30 millions de résidences principales, avec un taux de rotation autour de 3%, ce qui est l'usage. On arrive aux alentours de 850 000 transactions, 900 000 maximum à l'année. Il vous en manque 100 000 encore. Hein. Comment? Il vous en manque 100 000 par rapport à aujourd'hui. Il faut accepter que les taux ont baissé 3 fois cette année. On sait très bien que les régulateurs du marché, c'est les taux d'emprunt, c'est la capacité des Français effectivement à emprunter pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et puis c'est les prix. Il fallait qu'à un moment donné aussi ces prix qui avaient beaucoup augmenté reviennent à la raison et redonnent aussi du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Et c'est ce qui s'est passé. Si ça a baissé. Mais alors justement, parce que sur les taux, parce qu'effectivement ça a bien baissé ces derniers mois, l'année dernière. Et là, je lisais ce matin que la tendance, que depuis 2025, depuis le début d'année, la baisse des taux est en train de marquer le pas. 0,1. Ouais, mais comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on est sur un plateau ou est-ce que c'est les prémices d'une remontée des taux durables? Non, je pense qu'on est sur un plateau et que les vrais taux, aujourd'hui on est à 3,35, 3,37 environ. Le vrai taux se situera entre 3 et 3,5. La Banque Centrale Européenne a annoncé une nouvelle baisse de taux dans l'année 2025. On ne sait pas quand, mais probablement à la fin du premier semestre, si l'inflation reste maîtrisée, parce que le mistigris des économies modernes et ce qui a fait que les taux de crédit sont enflammés en 2022, c'est la hausse brutale de l'inflation. C'est ce qui a embarqué, si vous voulez, les taux qui sont passés quasiment de 1,1 à plus de 4%. Voilà. On n'est plus dans cette situation-là. On ne reviendra jamais à 1,1. C'est fini. Désolé, ça ne reviendra jamais à 1,1. Jusqu'où on peut descendre? C'est un marchand de rêve, mais il y a des limites. Mais alors justement, non mais elle a raison Nora, jusqu'où ça peut baisser encore les taux là sur les mois à venir? Non, ça baissera. Il ne faut pas que ça baisse en dessous. Alors je ne devrais pas le dire comme ça, mais en réalité, vous savez, c'est un écosystème. Est-ce que vous voulez des taux à 1,1 ou 1,2, ce qui s'est passé en 2022 avec des banques qui prêtent pas? Ou est-ce que vous voulez finalement des taux qui se stabilisent, allez, on va dire largement entre 2,5 et 3,5%, mais qui sont
avec un marché de l'acquisition qui est fluide. Ça veut dire des banques qui mettent à disposition des ménages français des flux d'argent qui leur permettent de faire l'acquisition. C'est pas lié. Quand les banques prêtent pas, c'est parce qu'elles demandent aujourd'hui, si je puis me permettre, ceinture et bretelles. C'est-à-dire qu'elles ont des exigences de garantie qui vont bien au-delà des capacités et de la solvabilité des ménages. Et c'est là où ça coince. C'est-à-dire, il faut peut-être donner un truc aux emprunteurs ce soir, c'est qu'il y a une disposition qui est passée complètement inaperçue, qui existe depuis 1 an, qui est la capacité, quand un ménage se fait refuser son crédit, de demander le réexamen de son dossier. Ouais. Et on a fait le bilan cette année et on s'est rendu compte qu'il y a eu que seulement quelques dizaines de recours de ce type-là. Mais à qui on fait le recours, à qui on demande le À réexamen votre de son banquier, dossier? c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, au Le terme de la banquier loi, qui vous a refusé, on demande un réexamen de son voilà, dossier. vous demandez, vous dites, écoutez, je comprends pas au regard de mes revenus, de ma solvabilité, que vous ayez refusé mon prêt, et je vous demande 2 choses. La première, c'est de réexaminer ma demande de financement, et deuxièmement, c'est de justifier les raisons de votre refus. Et ce type de mesure peut être de nature à faire peut-être réfléchir un petit peu Et le ça banquier. marche? On est très embêté pour ça marche ou pas, parce que la Banque de France a calculé qu'il y a eu seulement quelques dizaines de recours de ce type-là depuis que la disposition existe, justement Perrine, parce qu'elle est méconnue. Bon, alors sachez-le, Franck vient de le dire, si vous avez votre crédit qui est refusé par votre banque, vous pouvez demander un réexamen de votre dossier, donc n'hésitez pas à le faire. Et ils sont obligés de le auprès votre motiver. banque. Ça veut Ils sont dire obligés que de pour le premier refus, ils n'ont pas à le motiver. Vous voyez comment ça se passe, Nora, quand en général, votre premier, on va parler sous le contrôle de monsieur, quand votre première demande de financement arrive chez votre banquier et qu'elle revient, la motivation que vous aurez bien souvent, c'est insuffisance de capacité de remboursement ou majoritairement quand vous êtes primo-accédant. C'est-à-dire quand vous revendez un bien, généralement, vous avez le fruit de la revente de votre bien qui vous rend assez solvable chez le banquier. Mais tout ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes qui vont acheter leur premier logement, ce sont eux qui essuient la proportion de refus la plus importante. Mais il n'y a pas que les jeunes chez les primo-accédants. Alexandre, parce que vous savez que c'est le principe de cette émission, ce soir, vous pouvez poser vos questions en scannant le QR code qui s'affiche directement sur l'écran. Et Alexandre nous dit, moi je suis primo-accédant, j'ai 43 ans, est-ce qu'il est encore possible de contracter un crédit et d'être propriétaire de mon bien? Oui, sans aucun problème. Oui. Sans aucun problème. Ouais. Ça pose aucune difficulté. Ils peuvent emprunter jusqu'à 20 ans, 25 ans, sans aucune difficulté. La limite d'emprunt, c'est 75 ans. Au-delà, vous ne pouvez plus. Mais donc, Il y a Franck qui tempère. C'est plus on est âgé, plus c'est compliqué Franck, il ne veut d'emprunter. pas vendre de rêve ce soir. Non, mais... je vais vendre Non, de parce la que si vous réalité pour empruntez beaucoup. sur Non, mais 25 ans... c'est une pratique du quotidien. Vous avez raison sur la médiation du crédit, même si ça a peu de succès, je suis désolé de le dire ici. La législation de ce point de vue-là est bien faite. Vous avez le Conseil à la stabilité financière qui dit clairement quelle est la limite de votre capacité d'emprunt, parce que vous ne pouvez pas excéder 30% de vos revenus nets. Voilà. Donc, Mais 30% quand vous êtes dans des zones 35%, ça va vite quand vous êtes dans des zones urbaines tendues. Donc, comme le dit Franck, si on est en mode ceinture et bretelles et que là, les banques ne sont pas dans le financement de l'économie, mais plutôt dans une forme de réassurance pour être sûr en fait de ne pas prendre de risques, il y a un moment où, du coup, il y en a beaucoup qui sont exclus. Et puis, si on reprend l'exemple de monsieur, il a 40 ans. S'il s'endette pour une période de 20 ans, ça veut dire qu'il va terminer le remboursement de son financement vers 60, 62 ans, et qu'à ce moment-là, le taux d'assurance sur son crédit va augmenter par rapport à quelqu'un qui emprunte à 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que les assureurs ont des tables de risques et considèrent que les risques augmentent en fonction de l'âge qui avance. Ce qui veut dire que ce monsieur donc qui emprunte à 40 ans aura à payer une charge de remboursement un peu plus importante, eu égard à son assurance emprunteur qui sera plus élevée. Je trouve qu'on est là dans une espèce de réalité très dure. On est dans une espèce d'entrée dans le réel. On voit qu'à 45 ans, on est déjà périmé pour acheter son appartement. On emprunte C'est le principe déjà des assurances, plus c'est ça. On se rend pas compte de la violence. On n'est pas périmé, Charles, on est amorti. C'est plus compliqué. On se rend pas compte de la 45 ans, c'est encore bien. de cette émission. Moi, je pense à nos téléspectateurs. Je pense à nos téléspectateurs qui ont 40 ans et qui n'ont Mais vous êtes encore jeune, Charles. qui n'ont pas encore acheté leurs 2 pièces cuisine, qui peut-être n'ont pas encore d'enfants, qui sont encore célibataires. Non, mais alors justement... J'ai une pensée pour eux. Non, mais justement, quand on regarde le sondage... Le sondage élève les principaux freins à l'achat immobilier sont les prix actuels des biens pour 41%, le manque de budget pour 39% et l'impossibilité de contracter un prêt pour 29% des Français. Et là, on a la question de Lola, qui est téléspectatrice, qui dit, voilà, moi j'ai pas d'apport, je suis en CDI, je gagne 2500 euros net. Est-ce que je peux acheter un bien immobilier ? Il faut reconnaître que sans apport personnel, c'est compliqué. Si on se dit les choses clairement, alors là, Ce qui était possible il y a quelques années.
Difficilement, malgré tout. Oui. Difficilement. Ouais. Honnêtement, difficilement. C'est difficile. Voilà. Difficilement. Ça a toujours C'est été difficile de ne difficile. pas avoir au moins les fameux droits de mutation. Vous savez, Ouais. il faut... Ça a toujours été difficile, en fait. Oui, ça a toujours Ouais, mais été là, aujourd'hui, difficile. l'apport qui est demandé par les banques est beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Non, moi je pense pas que les conditions bancaires, enfin les exigences bancaires, si vous voulez, c'est trois choses. Un, vous avez, premièrement, encore une fois, le Haut Conseil à la stabilité financière qui dit quelle est votre capacité d'emprunt, qui le dit clairement. Ensuite, la banque va regarder ce qu'on appelle dans le jargon habituel le reste à vivre. C'est-à-dire une fois que vous avez payé votre crédit, votre électricité, etc., le coût de la vie au sens large du terme, eh bien, vous avez un reste à vivre, ce qui vous permet d'assumer votre vie au quotidien. Et la banque regarde si le reste à vivre est suffisant pour que vous soyez dans des conditions de vie décentes, que vous puissiez vivre décemment, scolariser vos enfants décemment, vous nourrir décemment, avoir une vie décente, etc., nonobstant le remboursement du crédit. La garantie, elle n'a pas changé. C'est une hypothèque en première rente. Monsieur Marinakis, vous savez que la banque ne regarde pas que ça. Quand vous n'êtes pas de l'autre côté de l'écran de l'ordinateur, quand votre banquier pianote, il regarde aussi ce qu'on appelle dans le jargon des banquiers votre scoring ou votre rating, c'est-à-dire ce que vous avez acheté comme produit financier, si vous avez déjà eu des incidents de paiement, tout ce qui fait votre histoire bancaire. Oui. Et en On fonction vous de note, en fait, c'est ça que vous dites. Mais on est clairement, On est Nora, noté. on est tous comme clients notés. Alors ça, vous le voyez pas parce que c'est de l'autre côté de l'écran de l'ordinateur, hein, et le banquier va pas vous le montrer. Mais effectivement, nous sommes tous notés en fonction du degré de risque que nous représentons pour la banque et du degré de chiffre d'affaires que nous pouvons leur ramener. Et ça influe aussi sur le fait que vous puissiez obtenir ou non un crédit et dans de bonnes ou dans de moins bonnes conditions. Et Franck, la banque, c'est une entreprise commerciale. Il faut bien comprendre ça. C'est à un moment donné, quand les taux étaient trop bas, une des raisons pour lesquelles les banques ont coupé les robinets, parce qu'elles ne gagnaient plus d'argent sur les prêts immobiliers, elles en perdaient. Donc elles ont stoppé, si vous voulez, au moment où les taux ont commencé à On a augmenter. bien compris que c'était pas des ONG. Voilà. Bon, là, il y a un gap quand même, mais au-delà de ça, donc c'est vrai qu'à un moment Ouais, mais donné, c'est surtout qu'il y a une évolution. C'est que là, je lisais une déclaration de Jérôme Fourquet de l'IFOP qui dit que le taux de propriétaire avait doublé depuis les années 60, mais aujourd'hui il n'augmente plus. Le fait de ne plus pouvoir accéder à la propriété comme l'avaient fait leurs parents est vécu par les jeunes comme un indice de déclassement. C'est pas faux, parce qu'il y a environ 58% de propriétaires en France aujourd'hui, 57,3% exactement, et ça augmente très peu. C'est tout à fait vrai, voilà. Mais là, c'est essentiellement dû, si vous voulez. Il y a aussi un phénomène qu'il faut décrire, c'est que l'investissement de la résidence principale, la vocation originelle, a été dévoyée. Aujourd'hui, on considère que quand on achète un bien, si on le revend dans 5 ans et qu'on n'a pas fait 30% de plus-value, ben on n'a pas bien acheté. Mais c'est pas ça la vocation d'une acquisition d'une résidence principale. Une résidence principale, c'est pour loger sa famille, se loger soi-même, dans un environnement technique, logistique et dans un espace qu'on a choisi, d'accord, de sécuriser son couple, sa famille, etc. Et essayer de capitaliser sur une échelle du temps qui est 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais le problème, voilà. Monsieur Marinakis, c'est moins peut-être alors ça compte, hein, le problème des prêts immobiliers que le fait que les biens immobiliers soient restés très chers. Et c'est très cher. Est-ce que le Pas marché Est-ce que il ça est baisse purgé? Il pourra pas se purger, je pense. Il Parce a que baissé les déjà. prix sont montés beaucoup trop haut et ils ont baissé, mais pas encore. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Non, pas Là, ça a suffisamment. baissé de quel ordre? Ça dépend des régions, mais on va dire que de l'ordre de 5% en moyenne sur le marché national. Il y a des régions où on est à moins 9, moins 10, moins 12 Mais c'est pas parfois. grand-chose par Mais rapport à. c'est pas ce que grand-chose, ça avait voilà. été. Et ça va encore baisser là, dans les prochains mois? Non, ça baissera pas. Vous savez, il y a quelque chose qui est une anomalie de l'écosystème, c'est que malheureusement, quand les taux d'intérêt baissent, on pense que ça va profiter aux acquéreurs. Ah oui. Ça profite rarement aux acquéreurs. En fait, ça a pour effet secondaire souvent de faire augmenter les prix. Et donc, nous, on veut lutter contre ce phénomène, sinon on revient à la case départ, si vous voulez. Si ce qu'on a pu économiser sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on donne à la banque, on doit le donner aux vendeurs, on est revenu à la case départ. Mais moi, je partage votre analyse, les prix sont trop élevés. De manière générale, et notamment dans la période juste avant Covid et la période post-Covid, certaines régions de France ont parfois pris 10, 12, 15, voire 20%. Et c'est quand même, si vous voulez, une plus-value qui est totalement artificielle, parce que le bien en lui-même n'a pas Il vaut pris pas 20% ça, de caractéristiques. mais vous le disiez, c'est parce qu'il y a aussi une financiarisation. Et Tout à fait. aujourd'hui, alors j'ai pas le chiffre, mais peut-être l'avez-vous, on a donc un Français sur 2 qui est propriétaire, mais on a une partie des Français qui sont multipropriétaires, avec plusieurs résidences qui sont à la fois à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Enfin, cette Sans compter les réalité-là locations aussi, saisonnières aussi. Voilà, exactement. Alors, donc ça aussi, ce sont des biens qui sont captés par des gens qui sont multipropriétaires. Et ça tend un petit peu aussi le circuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les exproprier. Non mais attendez, mais est-ce que c'est un facteur d'explication sur ces C'est un tout petit bout prix, d'explication. En fait, la répartition du logement en France, c'est 82% de résidences principales.
C'est 10% de résidences secondaires seulement. Et est-ce que ça tend à augmenter cette proportion-là ou pas? À peine. C'est quasiment ISO, si vous voulez. Et le vrai scandale, madame, il n'est pas là. Il n'est pas dans la résidence secondaire ou dans la multipropriété. Le vrai scandale, dans les meublés à titre temporaire, il y a un sujet. Ça, c'est la destination du bien. Mais on a un sujet qui est que, avec le développement d'Airbnb, pour ne pas le citer, on a toute une série de logements, notamment dans les grands centres urbains, qui ont été retirés du marché locatif pour être mis sur la location sur les plateformes. Et ces logements-là, aujourd'hui, manquent, et ça explique que régulièrement, les collectivités locales prennent des arrêtés de plus en plus restrictifs, en réduisant notamment le nombre de nuitées, pour essayer de faire revenir ces logements dans le parc locatif, de telle manière à ce que ça puisse se détendre un petit peu. 1000 fois d'accord avec ça. Je finis juste sur les résidences secondaires. Le vrai scandale, c'est 8% de logements vacants. Il y a 3 millions de logements vacants en France. Le vrai sujet, il est là. Ah oui. Il y a 3 millions de logements aujourd'hui qui sont déclarés, identifiés, répertoriés comme étant des logements vacants. Ça, c'est un vrai combat qu'on doit mener. Voilà. Et finalement, pourquoi ils sont vacants? Parce qu'ils appartiennent à des entreprises parce que souvent, il y a un problème de décence, il y a un problème d'insalubrité, il y a des conditions juridiques souvent qui font qu'ils ne peuvent plus être loués ni vendus. C'est des indivisions dans lesquelles il y a une querelle d'indivisaires, etc. Vous voyez, il y a des situations juridiques qui font que le bien n'est pas disponible, on ne retrouve pas un héritier. Voilà. Donc, c'est des raisons qui sont complexes, ou parfois certaines gens qui préfèrent laisser leur logement vide, ce qui n'est pas tout à fait logique, de le laisser vide et de viser une plus-value, si vous voulez, à moyen et long terme, d'accord ? C'est d'ailleurs pour ça qu'existe aujourd'hui cette taxe sur les logements vacants pour éviter la perversion, si vous voulez, de ce type d'attitude. Voilà. Mais là, ça ne suffit pas, visiblement. Pardon ? Ça suffit pas, visiblement. Non, ça suffit pas dissuasif. Les questions des téléspectateurs. Guillaume, on a déjà plus ou moins répondu. Comment voyez-vous l'évolution des conditions de prix immobiliers dans les années à venir? Et puis, on a une autre question qui va s'afficher, celle de Michael. Mon taux de crédit est de 4,05% sans l'assurance. Est-ce que c'est le bon moment pour négocier mon taux de crédit? Ça, c'était l'obsession des années avant les années 2020, la renégociation des taux de crédit. Ouais, enfin, quand vous empruntez à 4, je peux comprendre aussi la question. Parce que je peux vous dire qu'à une certaine époque, on a emprunté à plus. Oui, d'accord. Mais bon. Je voulais pas le dire, mais en fait, concrètement, on a eu emprunté à bien plus que ça. Et on n'avait pas 45 ans. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on peut aller renégocier? Honnêtement, deux choses. Sur les taux de crédit, c'est un peu tôt. Je crois que la Banque centrale... Moi, je suis assez optimiste. Si l'inflation... un atterrissage prévu sur 2025 à 1,6, 1,7. C'est les prévisions qui sont données aujourd'hui par l'INSEE au niveau de l'inflation. Mais ça, c'est les prévisions d'INSEE. Si ça, c'est maîtrisé, il est possible que la Banque centrale européenne continue de baisser le taux. Et donc, auquel cas, si ça baisse de 0,25, 0,50... Avec une petite inconnue, monsieur Marinakis, quand même. Madame, une bonne nouvelle. Qui est... Non, parce que moi, j'ai emprunté un 1. Ah, ben voilà. Un 1 Ouais. Oui, dans 2021. Dans les belles années. Vraiment. Je vais encore casser un peu l'ambiance parce que vous dites effectivement que la Banque centrale pourrait baisser les taux. Il y a juste une petite inconnue, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer du côté de la Fed aux États-Unis. Comme Donald Trump est parfois un peu imprévisible, il peut l'être aussi sur les taux d'intérêt et sur les directives qui va passer à la Federal Reserve Bank aux États-Unis. Et si jamais elle ne baisse pas ses taux comme souhaiterait le faire la Banque centrale européenne, à ce moment-là, la baisse que vous espérez sur notre continent risque de ne pas arriver ou de ne pas être aussi importante que ce que nous pouvions l'espérer avant l'élection américaine. Possible. Alors, attendons de voir les résultats sur les prix, parce que c'était la deuxième question du téléspectateur. En fait, ça va plus beaucoup baisser, en fait, concrètement. On est arrivé à un point d'équilibre aujourd'hui. Ça baissera légèrement dans certaines régions, mais ce sera plus pour moi une baisse, c'est deux chiffres. Un ajustement, ce sera entre 1 et 3%. Donc on va se situer entre 0 et 5% d'ajustement dans un certain nombre de régions. Alors à Paris, ça a beaucoup baissé, je suis pas sûr que ça remontera beaucoup. Je sais que pour vous, c'était très 2%. Très haut. Oui, c'était très haut. C'était trop haut. Moi, je me souviens d'avoir annoncé la première fois que ça allait baisser. Assez tôt à 1%. Non, ça, plus personne ne peut se payer Paris. Certitude. J'aimerais avoir votre regard sur le prêt à taux zéro qui est actuellement réservé aux appartements neufs dans les zones tendues. François Bayrou a dit qu'il voulait l'élargir à l'ensemble des logements neufs en France dans le cadre du projet de loi finances pour 2025. C'est très attendu. Oui, c'est très bien. Ouais. Tout ce qui est de nature. Je dirais, il ne faut pas le limiter au neuf. Il faudrait que le prêt à taux zéro, finalement, puisse être un palliatif. On parlait des problématiques de financement, d'apport personnel. Voilà, si on voulait soulager un peu les mensualités des Français, il faudrait élargir ce prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on en parlait avant d'arriver sur ce plateau, les conditions d'accès au prêt au taux zéro sont trop restrictives. Territorialité, conditions de revenus, etc. Alors, on va probablement laisser des conditions de revenus, c'est sûr.
mais au moins qu'on l'ouvre à la totalité du marché immobilier, et puis ça compensera. Oui, mais tout le marché immobilier n'est pas tendu. Il y a des zones où, pour le coup, il n'y a peut-être pas nécessité. Non, il n'y a pas forcément. Sauf à aider à l'accession à la propriété. Mais... Voilà, c'est le principe, c'est d'aider à l'accession à la propriété, si vous voulez. Et puis, si on considère qu'il faut encore légiférer autour des zones tendues, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est qu'on ait une politique claire, parce que ce prêt à taux zéro, il a fait le tour de la piste. Enfin, il a trop bougé. Voilà, il a beaucoup bougé. Alors, il était réservé dans le neuf, puis il a exclu les maisons individuelles, puis il est reparti dans les maisons individuelles, puis on a élargi les zones tendues, puis on les a de nouveau restreintes, puis maintenant on dit il va aller dans l'ancien. Voilà, donc fixons une règle, si vous voulez, prêt à taux zéro. C'est de nature à redonner du pouvoir d'achat aux Français qui veulent devenir propriétaires. On va accueillir dans un instant Raphaël Grabli parce que j'aimerais qu'on évoque le marché locatif aussi. Mais avant, j'ai une question de Lorenzo qui vous demande combien vous gagnez à chaque vente d'appartement ou de maison. Alors, c'est 4,5% hors taxe, ça fait 5,5% TTC, exactement. Bon, voilà, avec une moyenne d'honoraires à 9 315 €. Voilà, c'est transparent, c'est dit. On va accueillir. Je peux pas être plus précis. Oui, vous pouvez pas être plus précis. On va accueillir Raphaël Grabli parce que ça brise aussi le mythe qui consiste à penser que les agents immobiliers ont des honoraires qui sont de l'ordre de 10%. C'est une vue de l'esprit. Il y a peut-être 20 ans que ces taux ne sont plus pratiqués dans l'immobilier. Le marché locatif, faute de pouvoir accès à la propriété, beaucoup sont contraints de louer. Mais là aussi, c'est un coût, Raphaël. L'impression que vous avez peut-être l'impression que tout votre argent passe dans le loyer. C'est pas qu'une impression. Oui, j'ai des chiffres en fait extrêmement basiques, mais je pense que c'est important de les rappeler sur finalement ce que nous coûte le logement. Et donc la part des dépenses des ménages, alors là évidemment il y a des disparités locales, je résume au niveau national selon les derniers chiffres, et notamment ceux de l'INSEE en 2022, la part du logement dans les dépenses des ménages, on est quasiment à 27%. Je mets l'alimentation à titre indicatif et vous allez voir pourquoi, à 17%. Maintenant je remonte un petit peu dans le temps, en 1986, on était quasiment au même niveau. Le logement coûtait 20% du revenu, c'était 20% de part de dépenses. On était au même niveau que l'alimentation. Et les premières victimes, c'est notamment les jeunes. Oui, c'est forcément beaucoup plus compliqué d'acheter. Donc les prix qui ont augmenté de environ 30% en gros en 10 ans, si je résume, avec une perte de pouvoir d'achat qui se matérialise très clairement. Ça, c'est des chiffres de l'étude du Conseil supérieur de notariat de 2024. La capacité d'emprunt d'un ménage en moyenne, c'était 99 mètres carrés en équivalent évidemment en 1999. 2023, on peut avoir un bien de 74 mètres carrés. En gros, on a perdu une pièce, même une très grande pièce, voire on deux a perdu chambres, un salon, voire 2 chambres d'enfants d'ailleurs. Mais comme les gens font plus d'enfants, ça va. Oui, alors voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien? Le cynisme de Charles. Que vous avez fait. Plus besoin de chambres d'enfants, on fait plus d'enfants. Exactement. Donc c'est vrai que les taux sont remontés, même s'ils restent assez bas. C'est vrai, 4%, 3-4%, c'est assez bas par rapport à ce qu'on avait il y a 15 ans. Mais c'est 25%, c'est 25 mètres carrés en fait. On les a perdus, on va plus les retrouver. Quand je dis on, c'est les primo-accédants principalement, ou même d'ailleurs les locataires. Oui, pas que les primo-accédants, les locataires aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être lucide. L'immobilier, les prix d'immobilier ont beaucoup augmenté sur les 20 dernières années, probablement un peu trop d'ailleurs, de manière un peu irrationnelle, économiquement, de manière dérationnelle, si vous voulez, par rapport à la capacité des Français. D'ailleurs, vous l'avez dit, le taux de propriétaires a finalement assez peu progressé sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est vraiment un sujet, parce que cet écosystème, il est fragile, si vous voulez, à cause de ça. Après, historiquement, le logement, ça a toujours été la première dépense des Français, des ménages, c'est comme ça. Dans les années 70, c'était l'alimentation. C'est ce chiffre-là. C'est le chiffre que je redonnais sur 1986. Ça, c'était 1986. Non, c'était... Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'une étude européenne... mais en France, assez proche. En Espagne, c'est 44% des salaires qui sont consacrés au logement. Au Danemark, c'est 57%. En Grèce, c'est 30%. Vous dites on est mieux lotis qu'en Espagne? On n'est pas mieux lotis, mais ce sujet-là, c'est un sujet européen. Après, avec des disparités régionales qui sont très fortes. Il y a beaucoup de disparités régionales et je crois qu'il faut assimiler définitivement qu'il n'y a plus un marché d'immobilier, mais vraiment des marchés d'immobilier qui, d'une région à une autre... Marché de la région parisienne, il y a marché surtout de l'île de balnéaire, France, le et le reste de la France, reste. c'est pas comparable. Sur les loyers, quelle est la tendance? Est-ce que les loyers sont clairement en augmentation? Déjà, il faudrait trouver des logements à louer, en fait, pour que ça augmente. En fait, c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet du loyer, c'est que, en fait, il n'y a pas suffisamment de logements à louer. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre agence, typiquement? Dans nos agences, ça se passe plutôt, on va dire, plutôt bien, parce qu'on a nos portefeuilles, on gère 130 000 lots de gestion, donc on a régulièrement, si vous voulez, des appartements qu'on peut proposer à la location. Mais la difficulté que nous avons, c'est lorsque dans certaines régions, on met une annonce de location, on est obligé de la retirer au bout de 10 ou 15 minutes parce qu'on a déjà eu 50 ou 100 appels. Vous avez 100 appels pour une annonce? Parfois 200.
En 10 minutes? Allez, en 1 heure de temps. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Franck sur le manque de logement et sur le meublé, l'Airbnb. Et ça ne va pas s'arranger de ce côté-là, parce que Bruno, qui examine, je suis sûr, le budget avec beaucoup d'attention, aura noté que cette année était la dernière année du dispositif appelé Pinel, c'est-à-dire d'aide à l'investissement locatif. Ce dispositif fiscal disparaît, ce qui veut dire qu'à partir de l'an prochain, on aura de moins en moins d'investisseurs qui veulent financer des logements qui sont mis sur le marché locatif. Donc on va avoir une raréfaction supplémentaire. Et puis dans les bonnes nouvelles du budget, il y a aussi une augmentation des droits de mutation qui est prévue cette année, qui fait que ce qu'on appelle trivialement les frais de notaire, mais qui ne vont pas aux notaires, qui vont aux collectivités locales, vont un petit peu augmenter. Vous dites, sur une annonce, je peux avoir 100, 200 appels en l'espace d'une heure. Sur quels critères vous présentez un dossier au propriétaire? Alors, d'abord, je voudrais quand même dire qu'on est très embêtés de cette situation-là, parce que nous, on fait que des déçus. Ouais, oui, et donc déjà, logistiquement, on n'est pas capable de traiter dans une agence, je parle d'une agence immobilière, vous savez, elle n'est pas organisée, ce sont des TPE, les agences immobilières ne sont pas organisées pour gérer 200 appels en simultané. Donc on fait que des déçus en termes de relations clients, et nous, c'est pas une solution qui nous agrée. Au-delà de ça, ce qu'on fait, c'est que c'est les premiers dossiers, on demande aux gens maintenant de construire des dossiers. Vous savez, tout le monde a tous des dossiers de locataires en ligne, donc ils créent des dossiers. Et puis il y a une analyse qui est faite, et souvent d'ailleurs, elle n'est même pas faite par le propriétaire lui-même. Ça transite par l'assurance des loyers impayés. Tout le monde aujourd'hui quasiment souscrit une assurance des garanties loyers impayés, et c'est l'assurance, la compagnie d'assurance, qui va plus ou moins valider la solvabilité du locataire. Est-ce qu'on vérifie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on n'est pas en CDI, c'est extrêmement compliqué dans les marchés sous tension, dans les villes sous tension, d'accéder à un appartement. Et beaucoup sont contraints de trafiquer des fiches de paie, de faire des faux contrats. Et malheureusement, c'est une réalité parce que la concurrence est telle. Est-ce qu'il y a des vérifications qui sont faites de la part systématiquement maintenant, parce que vous avez raison de le signaler, c'est quand une situation de marché est dramatique, ça crée des déviance. Et la déviance, c'est les fausses fiches de paye, les faux contrats, les fausses déclarations d'impôts, etc. Mais il y a aujourd'hui des startups qui se sont évidemment penchées sur la question. Et donc, on a tout un système d'identification des pièces qui, par des recoupements d'informations, si vous voulez. Mais est-ce que vous avez le choix quand vous n'avez pas de CDI? Vous faites comment? Là, je vous avoue que c'est compliqué. Donc, il faut, en général, il faut vous éloigner, il faut changer de territoire, changer de zone. Peut-être, si on parle de la région parisienne, malheureusement, aller parfois à 45 minutes, 1 heure de Paris. Donc, vous dites à tous ceux qui habitent en région parisienne, si vous n'avez pas de CDI, ça sert à rien. Non, je ne parle pas de la région parisienne, mais c'est Bordeaux, c'est pareil. Nice, c'est pareil, voilà. Non, je dis pas que ça sert à rien. Et malheureusement, si vous voulez, il y a des exigences Vous savez, les agents immobiliers, nous n'avons pas la clé de ce système-là. C'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur loyer. Il y a beaucoup de défaillances vraiment qui justifient toutes ces garanties. Pas trop. Moi, je trouve que c'est proportionnellement, il y a de la défaillance, mais probablement moins que ce qu'on veut bien imaginer. Il n'empêche que les propriétaires, quand vous avez souscrit un emprunt, et que vous êtes... Parce qu'il faut qu'il y ait, derrière le propriétaire bailleur, il y a un crédit. Merci. Quand vous avez souscrit un crédit... Merci. Voilà. Merci beaucoup, Charles Marinakis, d'avoir été notre invité ce soir. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Très bonne soirée à toutes et à tous.